C'est une première, les 10 circonscriptions du département de Loire-Atlantique sont de la même couleur. 3 députés sortants avaient l'investiture en marche et ont été réélus. Yves Daniel sur la 6e, Châteaubriand-en-Sny, Sophie Errante dans le Vignoble et François de Rugy sur la première, Orvaux-Sautron. Tous les autres, eux, ont battu les sortants faisant tomber des bastions. Bastions de gauche comme à Saint-Nazaire. Le PS était absent du second tour. C'est la France insoumise qui était opposée à la candidate En Marche, Audrey Dufeu-Schubert, et le bastion est tombé. Comme celui de la 3e circonscription Saint-Herblain-Couëron, Nantes-Ouest, le fief de Jean-Marc Ayrault. Là encore, les Insoumis étaient au second tour, mais Martine Gourdon n'a pas réussi à rattraper son retard du premier tour et c'est Anne-France Brunet qui a été élue. La droite aussi perd un de ses territoires qu'on disait imprenables, la circonscription de la Baule-Guérande. Le sortant Christophe Priou ne se représentait pas et Franck Louvrier n'a pas résisté à la vague. Grand chelem donc, aux couleurs multiples. Les 10 députés élus sous l'étiquette La République En Marche viennent pour certains du centre droit, comme Yannick Horry, le maire de Saint-Brévin, le centre gauche, comme François de Rugy. Ils sont anciens socialistes, comme Yves Daniel ou Sophie Errante, et même les Républicains sont représentés, par exemple, avec le suppléant de la nouvelle élue de la 3e, Mathieu Annereau, élu d'opposition à Saint-Herblain. En dehors de Yves Daniel, Sophie Errante et François de Rugy, 3 députés sortants, de Yannick Horry, maire de Saint-Brévin, président d'intercommunalité et conseiller départemental, les nouveaux élus sont de nouveaux visages avec lesquels il va falloir faire connaissance. Ce sont 6 femmes, 3 d'entre elles se présentent comme chefs d'entreprise. Valérie Oppelt a créé il y a moins de 2 ans une SARL dans le domaine de l'éclairage, après avoir longtemps été cadre dans une PME de ce même secteur. Anne-France Brunet a créé son entreprise dans le secteur informatique, après 18 ans comme chef de projet à la Massif, au Crédit Agricole ou encore à ERDF. Sandrine Josso, quant à elle, est en fait une indépendante, coach en nutrition. Aude Amadou est une ancienne joueuse professionnelle et capitaine de handball qui a monté sa propre agence de communication dans le domaine sportif. Sarah Ellery, déjà aguerrie à la politique en tant que présidente du Modem 44 et déléguée régionale de la SCOP Chèque Déjeuner. Enfin, Audrey Dufeu-Schubert est une cadre de santé. Elle dirige le centre de soins de suite de Pontchâteau. Des profils différents, mais toutes des CSP+, qui vont faire prochainement leur entrée sur les bancs de l'Assemblée. Le compte à rebours a débuté. Dans 9 ans, Nantes tournera la page du vétuste Hôtel-Dieu pour accueillir son nouveau CHU. Ce projet d'envergure, la plus grosse opération d'hospitalisation publique en France, avec un coût de 953 millions d'euros, vient de franchir une nouvelle étape. L'avant-projet sommaire a permis pendant 2 ans d'affiner les contours du nouvel hôpital avec le concours de 850 professionnels du CHU. Ce n'est pas le résultat de quelques ingénieurs isolés, au contraire c'est le résultat d'une fantastique énergie collective, des infirmières, des aides-soignants, des cadres soignants, des ingénieurs. Un endroit plus confortable où la totalité des chambres sont individuelles, dans lequel on séjourne moins et où 64% des hospitalisations sont réalisées en ambulatoire. Un lieu connecté, à la pointe de la technologie et ouvert sur la ville. Ce qu'on a voulu, c'est un hôpital qui est extrêmement aéré, avec la possibilité de passer de l'intérieur à l'extérieur un peu en permanence. Et le fait qu'il soit intégré à la cité, à la ville, et de pouvoir croiser en fait, dans la rue hospitalière aussi bien les patients que les gens qui passent, c'est évidemment quelque chose de très nouveau dans un concept hospitalier. Prochaine étape, l'avant-projet définitif qui se déroulera de septembre 2017 à fin janvier 2018. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2020 pour 6 ans. Un marathon médiatique au programme pour la nouvelle députée. Après une courte nuit, Audrey Dufeu-Schubert ne veut pas perdre de temps. Exit le travail à la tête d'un établissement de santé pour cette macroniste de la première heure. J'ai prévu de rencontrer le DRH pour suspendre mon contrat pendant 5 ans. Alors, la campagne des présidentielles, je faisais ça après le travail et les week-ends. Et là, pour les législatives, j'ai pris 3 semaines de congés payés. Voilà. Il y en a qui partent aux Bahamas. Moi, je suis restée marcher sur mon territoire. Née dans une famille de gauche, l'élu a pourtant mis du temps à trouver sa place sur l'échiquier politique. Mais ça, c'était avant de découvrir le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je suis, je pense, socialiste dans l'âme, mais au final, libérale aussi d'un point de vue économique. Donc, En Marche me correspond. Je n'ai pas peur parce que j'aime bien les challenges et je pense que quand on croit en quelque chose et qu'on est motivé,
Voilà, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je sais que je vais tout faire pour que ça se passe bien et comme il faut pour l'intérêt du territoire. D'abord infirmière, puis responsable des soins, cette mère de 2 enfants a repris ses études, un master de droit pour travailler dans le management en milieu hospitalier, de quoi nourrir déjà des ambitions à l'Assemblée nationale. Très clairement, je souhaite faire partie de la commission des affaires sociales. Le handicap, ça me tient à cœur, la télémédecine aussi, puisque j'ai pratiqué dans mon établissement. Un CV professionnel, il se construit sur une expérience et voilà, le fait d'évoluer comme ça au long de sa carrière, c'est ce qui fait qu'on a une vraie légitimité dans son domaine. Le programme s'annonce chargé dès ce week-end entre un séminaire de la République en marche à Paris et les premières rencontres officielles prévues autour de The Bridge à Saint-Nazaire. C'est l'endroit incontournable de Nantes en ces temps de grosse chaleur. Le miroir d'eau est pris d'assaut depuis ces derniers jours. Avec des températures avoisinant les 35 degrés, c'est le lieu idéal pour rafraîchir les petits comme les grands. Et pour supporter cet épisode caniculaire qui nous vient du Maghreb, chacun a ses solutions. J'évite d'être en plein soleil on partant là entre midi et 16h, midi 15h environ. J'évite d'être en plein soleil. Après, sinon, comme tout le monde, je pense, s'hydrater, rester à l'ombre. Il faut boire beaucoup d'eau, pas trop forcer, éviter les efforts qui servent à rien, on va dire. On se déplace pas mal en transport en commun. On essaie de faire le plus d'ombre possible dans les appartements, on ferme les volets, on met les ventilateurs, on hydrate les enfants, on les découvre, on les laisse en couche pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et puis voilà, et puis on fréquente les endroits ombrageux, les parcs, les miroirs d'eau. Selon Météo France, les températures devraient commencer à baisser dès vendredi. En attendant, il faut continuer à s'hydrater abondamment, surtout pour les personnes âgées, et essayer au maximum de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. C'est un petit bateau, mais un grand pas pour l'environnement. Ce nouveau navibus de la Sémitane est un bateau non polluant, zéro émission, aucun gaz à effet de serre, grâce à l'hydrogène. Et cette innovation n'est pas une question d'économie. L'économie, pour l'instant, je vais dire, ça reste encore très cher. Mais c'est le prix à payer pour la recherche et le développement. La seule chose, c'est qu'on a à gagner sur le bruit, sur les émissions de particules. Et sur l'autonomie, 14 heures pour les anciens navibus, 1 semaine pour celui-ci, grâce aux 2 piles à combustible qui se cachent ici sur le toit du bateau et qui transforment l'hydrogène en électricité. L'hydrogène, une source d'énergie en plein développement. On utilise ce gaz pour des voitures, mais aussi pour des vélos, des bateaux, avec des arguments chocs pour la sécurité. Il faut savoir qu'un réservoir, par exemple, il pourrait prendre une balle de Kalachnikov complètement plein et il ne doit surtout pas exploser et il ne doit surtout rien se passer. Sur un réservoir diesel ou essence, ça se passe un petit peu moins bien. Tous les véhicules sont aussi crash testés. On les crash teste, on leur met le feu avec leur batterie, leur hydrogène, etc. Et il ne doit surtout rien se passer. Sur une Kangoo, c'est 38 secondes de dégazage et si ça brûle, ça brûle, mais ça n'explose pas. Le Jules Verne 2 va donc subir ses derniers tests avant la mise en service prévue au mois d'août. Il remplacera alors le passeur de l'Erdre qui assure la liaison entre le quartier Port-Boyer et les facultés depuis plus de 20 ans. Cet après-midi, c'est atelier cuisine pour Corinne, une activité qu'elle fait avec sa famille d'accueil. Depuis 5 ans, cette patiente bénéficie en effet du dispositif d'accueil familial thérapeutique et vit donc chez Janine, à Nort-sur-Erdre. C'était une entente réciproque directement. C'était un feeling presque direct et tout s'est enchaîné après dans la bienfaisance. Corinne a fait de nombreux progrès depuis qu'elle est arrivée dans sa famille d'accueil. Et ce qu'elle aime dans ce dispositif, c'est d'être entourée. On a du monde, plus que l'hôpital. Ça donne un cadre, ça donne, comme elle a su le dire, des personnes autour d'elle, de ne pas être seule, de ne pas être dans la solitude. En Loire-Atlantique, une centaine de familles ont décidé de participer à ce dispositif, des accueillants dont la qualité commune est la bienveillance. On est tout humanisme, on a tout envie de partager et d'échanger. Je crois que c'est la base déjà de notre travail, c'est la bienveillance envers l'humain, puis on croit en l'humain. Mais la bienveillance ne suffit pas. Alors pour mener à bien le projet de soins du patient, les familles d'accueil sont en lien permanent avec les équipes hospitalières. Elles ont un statut d'accueillant familial et elles sont salariées du CHS de Blain.
Elle travaille en équipe avec un psychologue qui passe à la maison chez elle, qui est une ressource, et elle rencontre aussi régulièrement un psychiatre qui va prendre en charge le patient qui leur est confié. Face au succès de cette démarche, le service d'accueil familial thérapeutique recrute de nouveaux accueillants pour que d'autres patients puissent bénéficier de cette alternative. Ils étaient environ 25 000 l'année dernière à avoir fait le déplacement jusqu'à Notre-Dame-des-Landes pour s'opposer au projet d'aéroport. Cette année encore, le temps d'un week-end festif et musical, plusieurs milliers de personnes vont se rassembler sur la ZAD. Miossec, déjà venu en 2014, sera de la partie, ainsi que le chanteur humoriste Didier Super ou encore Moussé Hakim du groupe Zebda. Tout le week-end auront lieu également débats, conférences, spectacles et tables rondes autour des thèmes des terres agricoles, des enjeux migratoires ou du climat. Tant que ce projet n'est pas arrêté, on continuera bien sûr d'alimenter, de se concerter sur comment on peut vivre actuellement, comment on peut vivre dans le futur sans ce type de projet et comment on peut conserver les terres agricoles à leur destin, c'est-à-dire de nourrir le monde et pas d'être supprimés sans arrêt pour bétonnage ou pour des projets insensés. Le rassemblement Notre-Dame-des-Landes 2017, c'est donc le samedi 8 et le dimanche 9 juillet au Chêne des Perrières. Pour plus de renseignements, www.notredamesdelandes2017.org. Un conseil métropolitain une nouvelle fois très orienté sur les transports. Premier dossier, les transferts d'infrastructures ferroviaires de la gare de l'État vers le quartier du Grand Blotreau. Une opération qui va permettre de libérer plus de 13 hectares de friches. Elles serviront, à proximité directe du futur CHU, à construire de nouveaux logements ainsi que les nouvelles lignes de tram desservant l'île de Nantes. Ces dernières vont justement faire l'objet d'une délibération afin de lancer les études préliminaires. Elles serviront à déterminer notamment leur tracé. Autre aspect du volet transport, la tarification solidaire. Elle va faire l'objet d'une révision à partir du 1er janvier 2018 afin d'éviter des effets de seuil. Par ailleurs, un retour d'expérience va être mené sur les modifications d'horaire depuis les vacances de Pâques, une évolution qui a visiblement généré de nombreux désagréments chez les usagers. L'autre dossier majeur, c'est celui de la rénovation des quartiers de Nantes-Nord. Depuis un an, les différents acteurs sont au travail auprès des habitants. Le projet global s'étalera sur 15 ans, mais dans les prochains mois, des actions concrètes vont être mises en place, notamment la création d'une maison de santé au Chêne des Anglais, ainsi que la réhabilitation du centre commercial de la Boissière.